Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission. Je suis Rebecca McLaughlin-Drain et cette semaine, je vous propose un tour d'horizon de la région sur des thèmes comme l'éducation, l'entrepreneuriat, le pouvoir des femmes et les arts. Nous enquêterons aussi sur une start-up de plats cuisinés en Égypte où les repas préparés par des mères au foyer nourrissent les employés de bureau du Caire. Nous écouterons enfin un peu de poésie alors que des poètes en herbe se rassemblent dans la capitale pour passer ensemble une soirée inoubliable. Mais pour commencer, le 5e sommet annuel de la connaissance s'est déroulé aux Émirats Arabes Unis sous le thème Les jeunes et l'avenir de l'économie de la connaissance. Nous verrons aussi que les résultats de l'indice mondial de la connaissance sont intéressants. 134 pays ont été évalués dans des domaines comme l'éducation, l'économie, les soins de santé ou encore la technologie. Les Émirats Arabes Unis sont passés de la 25e à la 19e place, en grande partie grâce à la mise en œuvre de l'intelligence artificielle et de la technologie de la blockchain. Des théoriciens et des chefs d'entreprise ont travaillé ensemble lors de ce sommet. Ils ont discuté notamment de l'autonomisation des jeunes et de la manière de construire les cadres de demain. Parmi les autres sujets abordés, l'économie du don et le business de la philanthropie. Inspire Middle East a écouté des dirigeants et des leaders d'opinion débattre de la façon dont les philanthropes pourraient être les mécènes du changement et contribuer à l'économie du savoir. Shams Shlaka est président du conseil d'administration de l'Université d'Asie centrale. Il est aussi ancien ministre de l'Éducation du Pakistan. Il nous a parlé de la façon dont la philanthropie pouvait stimuler la croissance économique et la création d'emplois dans la région du Moyen-Orient et au-delà. Il y a des gens qui se lancent dans les affaires, dans les petites entreprises. L'investisseur normal n'est pas prêt à prendre de risques. Les philanthropes peuvent donc leur donner une longueur d'avance en prenant, eux, un risque. Et même si l'argent va un peu moins vite dans la nouvelle croissance, c'est mieux ainsi. Pour lui, l'éducation au niveau local et une législation plus stricte pour le secteur sont essentielles. Il y a beaucoup d'argent dans la région du Golfe et dans la région Moyen-Orient, Afrique du Nord et en Asie centrale. Mais ils ne savent pas à qui donner. Ils ne savent pas si l'argent sera utilisé correctement. Donc s'il y a une certification pour des organisations de la société civile, alors elles vont devoir rendre des comptes et dire ce qu'elles font. On pourra dire « on veut savoir ce que vous faites ». Nous avons rencontré l'une des millennials dont l'action pourrait avoir un impact social important dans le monde. Shiza Shahid est une entrepreneuse sociale et un investisseur engagé qui mise sur la philanthropie. Elle est aussi cofondatrice du Fonds Malala, un organisme de bienfaisance qui veut donner une chance à toutes les filles d'aller à l'école. Une organisation qu'elle a créée avec le père de la Pakistanaise Malala Yousafzai, la plus jeune détentrice du prix Nobel de la paix, cible d'une attaque des talibans dans son bus pour aller à l'école en 2002. Shahid n'a pas peur de dire qu'elle sait depuis qu'elle est toute petite que son destin est de changer le monde. Elle a pris le temps de nous parler pour Inspire Middle East de son rôle de défenseur des droits des femmes et de son fonds d'investissement pour des startups aux missions philanthropiques. Shiza, bienvenue dans Inspire Middle East. Merci de me recevoir. En bref, comment choisissez-vous où investir votre argent et apporter votre soutien? Des gens de couleur, la diversité, des facteurs d'inégalité, quels sont vos critères? La question que je me pose, c'est si le business réussit, de quelle façon le monde sera-t-il meilleur? Et cela inclut les fondateurs dans lesquels je crois. Et je vais vous parler de la première entreprise que j'ai soutenue, qui est une start-up qui s'appelle Cleo. Elle travaille avec de grandes entreprises américaines dans le monde pour réformer leurs prestations et répondre aux besoins des parents qui travaillent. Parce que même aujourd'hui, dans la plupart des pays, les femmes quittent le marché du travail après avoir eu leur premier enfant. Et c'est là que l'écart salarial devient vraiment important. L'un des points centraux du Fonds Malala, c'est bien sûr l'éducation des filles. Quel est le plus grand obstacle à faire tomber pour être sûr qu'elles aient accès à l'école? Souvent, les écoles n'aident pas vraiment leurs enfants à vivre une vie meilleure parce qu'elles ne sont pas liées au marché du travail, parce que les enseignants ne sont pas formés, parce que les écoles sont trop éloignées pour s'y rendre en toute sécurité ou parce que les filles ont faim. Alors même si elles vont à l'école, elles n'apprennent rien ou vivent dans une culture où même si elles reçoivent une éducation, elles ne pourront pas travailler et où l'environnement professionnel sera inapproprié pour elles. Cela ne leur permettra pas de se réaliser.
J'ai à cœur de pousser le gouvernement à offrir 12 ans d'enseignement gratuit et de qualité, mais aussi d'encourager d'autres acteurs, d'autres secteurs à s'impliquer. Peut-on regarder les entreprises sociales? Peut-on regarder les écoles privées low cost? Peut-on regarder les entreprises à but non lucratif et trouver d'autres solutions pour aider 130 millions de filles avant que ça ne soit trop tard? Malala étudie à l'université d'Oxford. Est-ce votre espoir qu'elle puisse réaliser son rêve de devenir un jour Premier ministre ou présidente du Pakistan? Oh bien sûr, Malala est courageuse et intelligente. Et elle ferait un leader incroyable, comme elle l'a déjà été d'ailleurs. Et j'espère pour elle tout ce qu'il y a de meilleur, et j'espère aussi le meilleur pour le Pakistan. Vous avez parlé au passé de votre désir de trouver d'autres Malala, d'autres femmes qui conduisent le changement social, des entrepreneurs sociaux. Les avez-vous trouvés ou viennent-ils à vous? Et comment les aidez-vous à avoir un impact? C'est un peu des deux. C'est une heureuse coïncidence qui existe, je crois, quand vous êtes une femme et que vous essayez de trouver d'autres femmes pour vous soutenir. J'ai eu la chance de croire en beaucoup de femmes fondatrices. Je travaille dans un milieu où les femmes sont rares. 2% du capital d'investissement en Amérique dans la technologie va aux femmes. Donc c'est vraiment épouvantable le peu de capital d'investissement qui va aux femmes. Mais à part les questions d'éthique à ce sujet, nous n'avons pas accès à toute une palette d'idées et de solutions parce que nous n'investissons pas sur elles. Ce fut un plaisir de vous parler aujourd'hui. Merci de nous avoir consacré du temps. Merci de m'avoir reçu. Cet entrepreneur égyptien aime tellement la cuisine de sa mère qu'il a monté un concept qui lui permet d'en profiter quand il veut, même sur son lieu de travail. Eman Mackay est à l'origine d'un concept de nourriture saine, faite maison, qui nourrit les employés au Caire. C'est l'heure du déjeuner dans l'une des entreprises égyptiennes de développement durable. Mais au lieu de manger de la junk food sur le pouce, comme beaucoup le font, une start-up du Caire a trouvé la solution. Un repas fait maison, livré à votre porte, même au bureau. L'homme d'affaires égyptien, Walid Abdulrahman, a créé Mum en 2015. Il est aujourd'hui en lien avec 110 cuisiniers maison pour faire livrer des repas chaque jour au Caire. L'idée est venue quand nous avons réalisé que l'offre sur le marché était soit de la junk food abordable, soit de la nourriture saine mais chère. Donc nous apportons une troisième alternative de nourriture équilibrée vraiment abordable pour tous. Diana Emad, elle, est l'une des cuisinières indépendantes qui travaille avec Abdulrahman. C'est une excellente idée parce qu'il y a tellement de femmes qui ont besoin de travailler. Mum leur donne une chance de travailler depuis leur propre cuisine et de gagner de l'argent. Tout commence avec une commande en ligne. Rali Moussam travaille pour l'entreprise Robusta Software. Cela lui prend 4 minutes de se décider à commander des pâtes pour le déjeuner. Une cuisinière voisine prépare son plat et 90 minutes plus tard, son repas est livré à vélo à la porte de son bureau. Selon Abdulrahman, tous les indicateurs sont au vert avec 80% de revenus provenant de clients réguliers et une croissance des ventes de 23%. Mum vise les professionnels et des délais de livraison plus courts pour des profits encore plus élevés et un développement hors d'Égypte. De jeunes poètes et conteurs de la région du Golfe trouvent une nouvelle façon de raconter les histoires traditionnelles d'une manière fraîche et dynamique. Salim et Saïd s'est rendu au rendez-vous annuel de la chanson et de la poésie d'Abu Dhabi pour écouter ces nouvelles formes d'art parlé. Depuis des siècles, la poésie et la musique vont de pair au Moyen-Orient. L'artiste koweïtien Ghazi Al-Moulaifi interprète sa musique ancestrale, Bahri, ou musique de mer, à laquelle il a ajouté une guitare électrique. Si vous pensez à l'histoire de cette musique, eh bien les marins sont allés jouer avec d'autres musiciens. Ils sont revenus à la maison avec de nouveaux rythmes, de nouvelles mélodies, de nouvelles idées. Ce tambour, ici, c'est le tambour le plus important de la musique Bahri du Koweït, et il vient d'Inde.
Ghazi se produit lors d'un événement appelé Hekaya, qui signifie histoire en arabe. Il célèbre la diversité des cultures et des styles de récit, des formes modernes aux plus traditionnelles. La poésie bédouine se transmet oralement de génération en génération dans les pays actuels de la péninsule arabe. Mais pour l'écrivain émirien Afra Atik, les mots slamés sont sa méthode de prédilection pour raconter des histoires. Elle utilise les jeux de mots et différentes tonalités pour donner vie à la poésie. When you grip life like he does, you get hands like his unbreakable, hands like his unshakable. Bien qu'il s'agisse d'une technique plus récemment popularisée aux États-Unis, la parole slamée a été pratiquée par des orateurs arabes bien avant, nous dit-elle. Dans la région, nous sommes poètes depuis des siècles. On se met debout et on récite des textes, et les poètes se répondent. Donc je ne pense pas qu'il s'agisse d'une forme différente de poésie. Pour Afra, la plus grande idée fausse est de dire que la poésie arabe n'existe pas. Elle et d'autres poètes de la région veulent dissiper ce mythe avec des rendez-vous culturels tels que Hekaya. Eh bien, c'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas que vous pouvez revoir tous les épisodes sur euronews.com. Et avant de vous dire au revoir, voici ce qui a attiré l'attention de notre équipe sur les réseaux sociaux cette semaine. Svetlana de Russie a pris ce selfie au sommet de la connaissance avec l'entrepreneur émirati Omar El Boussaidi. Andrea de Roumanie a mis en ligne cette photo du temps passé à lire des poèmes de son écrivain préféré, Feu Nizar Kabani, originaire de Syrie. Et Amal d'Égypte, qui travaille pour Mum au Caire, a partagé cette image d'elle s'essayant à la cuisine thaï.